And see people entering the room. So just we're about 34 right now. Wow. Okay, off you go. C'est bon, on peut démarrer donc. Julie, I have your go. Yes. Ok. Bonjour à tous. Merci à ceux qui sont en ligne et puis ceux qui sont en présentiel. Bienvenue pour ce deuxième Lunch and Learn Information Session où on reçoit donc des manufacturiers pour nous parler de solutions durables et innovantes qui sont en lien avec notre feuille de route de la stratégie parlementaire par le Conseil du Trésor. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Louise Mazuric, architecte en planification de projet. Je suis basée ici à Montréal. Allô à tous. Merci de vous joindre en hybride également. On est presque 43, je crois. Donc, c'est un super chiffre. Merci à tous de prendre le temps pour nous écouter. Cette semaine, donc, on reçoit Sotrema. Donc, je présente Pierre-André Leboeuf, leur directeur en développement durable, c'est bien ça. Jean-François Côté, pardon, ton titre m'échappe. Directeur affaires scientifiques et normalisation. Parfait. Puis Sophie Brochu, représentante au service professionnel. Parfait, bienvenue. On a hâte de vous écouter. Puis j'attire votre attention donc, sur les merveilleux échantillons que nous, on a le plaisir en vrai de pouvoir admirer. Merci à vous d'avoir amené ça. Fait que sans plus tarder, je vous laisse la parole. On a 45 minutes avec vous. Puis pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les laisser dans le chat. Vous levez la main si vraiment vous voulez qu'on y réponde tout de suite pour que ce soit interactif. À vous la parole. Merveilleux. Merci beaucoup à tout le monde de prendre du temps à distance, mais aussi en personne pour venir assister à notre présentation. Pour nous, c'est un privilège. C'est vraiment un plaisir aussi d'être présent aujourd'hui pour vous parler de ce qu'on fait concrètement en matière de développement durable. On a mis un petit assez révélateur qui met la barre haute. Je le disais à la place tout à l'heure, mais vous pourrez constater au fil de la présentation, justement, à quel point on parvient à faire l'innovation dans nos perspectives de développement durable dans une échelle manufacturière. Vous allez voir, là, ça va aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et on a beaucoup de choses à dire. Il va y avoir une période de questions à la fin, mais vous êtes invités quand même à intervenir en cours de route si vous avez une petite question. On va essayer de répondre quickly, rapidement. Mais grosso modo, l'ordre du jour qui compose la présentation d'aujourd'hui, grosso modo, on veut vous parler de notre démarche de développement. Donc, on va se promener là, à travers tout le cycle de vie de nos produits, pour lesquels on va vous donner des exemples. On va aussi. On a un commentaire. Le son est peut-être faible. Je ne sais pas. Juste parler vers la télé. Le mot personnel. Faites-moi signe si jamais vous avez besoin d'un petit regard. Donc, est-ce que c'est mieux quand je me dirige par là? Peut-être un petit thumbs up. Vas-y, puis on. Ouais. OK, merci. Ça me rassure. Donc, lors du jour, on va faire une petite introduction juste avec quelques statistiques là, pour dresser la table. Ensuite, on va vraiment entrer le sujet avec quelques exemples de solutions qu'on a développées là, en matière de solutions durables. On va donner un petit aperçu sur les problèmes de garantie. Tout ce qu'on fait en matière de transparence aussi pour démontrer dans la réduction des impacts environnementaux. Puis, on va faire un tour de roue aussi de quelques certifications en bâtiment durable pour lesquelles on a essayé de positionner davantage nos produits comme étant des solutions là, qui vont contribuer aux exigences de ces certifications-là. C'est vraiment naturel de se diriger vers les gens. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Donc, au travers de ça, on a inclus quelques études de cas. Ce préalable, probablement que beaucoup de gens qui connaissent déjà l'organisation, une fabricant de matériaux de construction qui est centenaire, pour lesquels on s'est spécialisé dans l'étanchéité, autant de l'enveloppe du bâtiment au niveau des toitures, au niveau des fondations, par exemple. Donc, on est vraiment diversifié jusque dans l'isolation thermique, la végétalisation, gestion des eaux pluviales, insonorisation, jusqu'à même les ouvrages de génie civil. Donc là, vous avez un petit visuel intéressant ici pour lequel on est dans plusieurs secteurs, finalement, pour lesquels on a des solutions, des produits qui peuvent répondre à ces types d'applications-là. Donc, grosso modo, on est vraiment beaucoup dans l'enveloppe du bâtiment, ce qui constitue notre force là, chez Sotrema. Je me réfléchis d'essayer de changer de diapo sur mon ordinateur. Je te vois cliquer. Heureusement que Jean-François est là pour moi. Sotrema au Canada, c'est 14 usines à travers le pays. C'est plus de 1000 employés. On a une dizaine de centres de formation. Pour nous, c'est important de s'assurer que les produits soient bien installés, évidemment. Puis environ 11 bureaux de vente aussi. La maison, le siège social est situé à Drummondville. Ils font aussi notre centre de recherche et développement à cet endroit-là.
des petits faits sur la construction. On le sait, c'est reconnu, c'est un secteur économique important aussi avec un secteur d'emploi majeur, surtout au Canada. C'est 1,5 million de personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Puis d'un point de vue social, des petites statistiques intéressantes, on peut changer de diapo. Une étude avait révélé que 87 du temps que les Nord-Américains passent à l'intérieur, c'est à l'intérieur des bâtiments. Donc là, le bâtiment, autrement dit, occupe une grande place et a une incidence assez majeure sur nos vies quand on pense à ça. Puis, d'un point de vue environnemental, c'est aussi un secteur pour lequel on a une très grande consommation de ressources. 39 de la masse de ressources, là, on parle par exemple de minéraux, de combustibles fossiles, de biomasse, sert à la construction, mais aussi l'exploitation finalement des bâtiments et des infrastructures à travers le monde. Si on regarde seulement d'un point de vue opérationnel, par exemple, 36 des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète sont liées à l'exploitation des bâtiments, par exemple. Donc ça, c'est des petites statistiques qui sont assez révélatrices, qui montrent d'une certaine manière que autant pour nos clients que pour aussi nous, en tant que manufacturiers, on a une responsabilité, on a un rôle qu'on peut exercer pour tenter de faire une différence, tenter d'améliorer les façons de faire. Donc, nous, depuis 2019, c'est vraiment le chapitre assez majeur qu'on a décidé de faire, pour lequel on s'est donné la vision de transformer l'industrie de la construction en améliorant nos solutions, finalement, pour les bâtiments. Au travers de ça, on a 3 engagements pour lesquels ça constitue notre plan de match, nos piliers, qui est la protection de l'environnement par la réduction à la source, par exemple, pour les déchets, l'intégration de contenus recyclés dans nos matériaux, lutte au changement climatique, évidemment, la prise en compte du carbone intrinsèque, de l'impact carbone des matériaux, tout ce qu'on peut faire pour contribuer à la réduction. Puis à ça ajoute aussi la santé et le confort des occupants, le bien-être humain notamment. Donc là, tout gravite autour de ça. De manière concrète, pour nous, ce vraiment, ça peut passer par le soutien aux universités, comme on fait avec les écoles d'architecture, notamment avec l'Université Laval, l'Université de Montréal, par exemple. Les incitatifs à la mobilité, par exemple, puisque finalement, nous, 98 de nos employés ont accès à des bons de recharge pour leur véhicule électrique au Canada. Mais ça, tout le monde est capable de le faire. C'est intéressant, mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est pour faire vraiment du vrai développement durable, puis prendre le taureau par le cornes, si je me permets de prendre l'expression, puisque mon nom de famille, c'est Lebrun. Nous, la meilleure manière de faire le développement durable, c'est en considérant l'ensemble du cycle de vie. Donc, on va adresser vraiment les défis, les enjeux, autant dans la phase de développement de nos produits que la phase d'approvisionnement pour les matières premières, la production, jusqu'à la fin de vie, finalement. Donc, là, ces grandes étapes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire à chacune de ces étapes-là pour être en mode solution, finalement? Donc, ce qui va alimenter la suite de cette présentation-là, c'est qu'on va se promener à travers, finalement, ce cycle de vie-là. Puis, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Ici, nous, en 2018, on a amorcé un grand virage sur la transparence pour lequel on a commencé un processus où on fait des analyses de cycle de vie de nos produits. Puis, on vient divulguer, finalement, les résultats de ces analyses de cycle de vie-là. Puis, il y a des déclarations environnementales de produits. Donc, nous, à chaque 2 ans, on inclut une nouvelle gamme pour être plus transparent par rapport aux impacts environnementaux de nos produits. Puis ça, de notre côté, ça vient aussi nous orienter sur les choix qu'on doit faire pour améliorer nos produits. Donc là, c'est ça qui vient alimenter notre démarche d'éco-conception pour laquelle on va chercher à intégrer des matières recyclées biosourcées pour remplacer les matières vierges ou pétrochimiques, par exemple. De manière plus concrète, un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est le cas de la fabrication de notre isolant en polystyrène extrudé, par exemple, pour lesquels, à notre usine de Sherbrooke, depuis 2018, on recycle environ 10 000 tonnes de polystyrène annuellement. Si on change de diapositive, grosso modo, ça fait en sorte que dans notre produit, on est capable d'avoir un taux de contenu recyclé valorisé qui va être autour de 70 pour lesquels on est conforme aux normes ISO pour la divulgation des informations. Donc, nous, le contenu recyclé post-consommation et pré-consommation est révélé et validé par une classe partie, puis sont intériorisés annuellement pour assurer une transparence par rapport à ce qu'on divulgue comme information par rapport au produit. Grosso modo, de manière plus concrète, ce qu'on va recycler, par exemple, ça va être des protecteurs d'électroménager, ça va être, par exemple, des protecteurs d'objets électroniques, ça va être aussi des glacières. Là, dans l'industrie de la pêche, par exemple, il va y avoir beaucoup de transport par des glacières en polystyrène. Donc, nous, on va recycler ça. Puis, on fait aussi des partenariats. Par exemple, on a un case study qu'on a sorti pour lequel on a
implanté un équipement de densification à l'écocentre de Granby, au Québec. Puis, ça, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous donner un ordre de grandeur. Ce genre d'initiative-là permet beaucoup d'optimiser l'entreposage, mais aussi le transport de la matière. Donc, pour un chargement d'un camion de 53 pieds de matière densifiée, parce qu'on vient vraiment compacter la matière, ben, c'est l'équivalent de 30 remorques pleines de matière sur sa pompe d'origine. Donc, ça, c'est vraiment intéressant d'un point de vue environnemental. C'est sûr que moi, mon expertise, pas les produits, fait que je ne parle pas nécessairement des avantages et des applications possibles de ce produit-là. Moi, mon expertise, c'est l'impact environnemental. Donc, c'est environ 74 de l'impact qu'on a fait l'analyse de cycle de vie du produit qui correspond justement aux matières premières, incluant le transport. Puis ça, ben, ce que je veux mettre en évidence ici, c'est que 20 finalement de la masse du produit provient du polystyrène vierge, mais 43 de l'impact carbone du produit provient de ça, alors qu'à l'inverse, si on prend la matière recyclée, c'est 8 de l'impact pour 68 de la masse. Donc, si vous aimez les chiffres, là, vous voyez vraiment ici à quel point, finalement, l'incidence du recyclé est positive sur ça. Puis, dans les autres couleurs, ben, vous avez les autres étapes du cycle de vie, passant de la fin de vie en noir jusqu'à la fabrication. Donc, d'une perspective d'expert en développement durable, disons, pour nous, ben, c'est les matières premières qui deviennent vraiment le chemin à prendre qui est le plus stratégique pour réduire l'impact. Au niveau de l'approvisionnement, bon, vous avez des petites statistiques à l'écran. Nous, par exemple, 88 de notre consommation d'électricité au Canada est de source locale. Ça, c'est des fun facts. Nous, on évalue, depuis 2022, on évalue à chaque 2 ans nos fournisseurs pour voir qu'est-ce qu'ils font en matière de développement durable aussi. Ça, c'est une manière aussi de tenter de les influencer à aussi faire, à améliorer leurs pratiques. Puis on a la démarche Sopralo pour laquelle j'ai mis des exemples où finalement, on a une équipe dédiée à essayer de développer davantage un approvisionnement en matière première recyclée. Donc là, on a un projet qui est en cours à Drummondville. Je dis en cours, mais sur le point de se terminer, pour lesquels on va avoir la capacité de recycler 43 000 tonnes annuellement de PET. Qu'est-ce qu'on entend par PET? C'est le plastique numéro 1, mais grosso modo, c'est souvent les bouteilles d'eau en plastique. Donc, nous, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va faire un polyol qu'on met dans notre mélange pour fabriquer des isolants, notamment giclés, le spray foam qu'on va appeler, qui est notre surprise PET, puis notre surprise ISO, par exemple. Donc, ça, nous, ce qu'on estime, c'est que l'intégration de ces matières recyclées-là dans nos produits vont permettre une réduction annuelle d'environ 10 000 tonnes de CO2 équivalent. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une réduction à la source. Puis, pour lesquelles aussi, on a une très grande capacité, puisqu'on va pouvoir aussi éventuellement fournir d'autres industries qui pourraient avoir besoin de cette matière-là, qui pourrait être utile pour leur fabrication également. Le petit dernier exemple que je voulais vous donner à cette étape-là du cycle de vie, c'est le recyclage du papier carton qu'on va faire à notre usine de Sainte-Julie, encore une fois au Québec, près de banlieue. Donc, ici, on parle d'un isolant qui est connu, pour lequel à une hauteur de 80 composé de contenu recyclé. Nous, c'est environ 25 000 tonnes annuellement qu'on recycle dans notre usine, par exemple, à Sainte-Julie. Puis la nouveauté ici, c'est que nous, on va, depuis 2 ans environ, on recycle le papier glacine, papier cristal, aussi qu'on va appeler. Ça se trouve être le revers des papiers d'étiquette. Donc, vous avez des grands joueurs comme Amazon, par exemple, comme Costco, qui font beaucoup d'impressions d'étiquettes pour leur boîte, par exemple. Ben, le petit papier en dessous, ben, avant, il allait à l'enfouissement. Ben, nous, on a la capacité de pouvoir le reprendre. Fait que ça, c'est vraiment intéressant puisque c'est quand même innovateur pour ce type de pratique-là. Au niveau de la production, nous, c'est vraiment, c'est nos usines, donc c'est là qu'on a le plus grand contrôle. C'est là où on parvient à faire de la réduction à la source de manière efficace. Notre usine de Sherbrooke, par exemple, tous nos rejets de production sont réintroduits pour faire d'autres panneaux d'isolation. Donc, on est vraiment dans une logique d'éco-efficience au niveau de la production. Puis on a aussi plusieurs bâtiments, notamment notre usine à Woodstock en Ontario, notre usine à Drummondville, pour laquelle on est certifié LEED, qui est un enjeu en soi, qui est vraiment un défi, je veux dire, pour des bâtiments de type industriel, puisqu'il y a plein de catégories de crédits, notamment en lien avec le transport, qu'on a moins de facilité à aller chercher que si c'est un bâtiment au centre-ville. Mais n'empêche que c'est vraiment des bâtiments exemplaires. Là. Dans le cas de notre usine Polysou de Cianurat, on avait fait le calcul qu'on avait environ 3 000 visiteurs par année, là, juste pour venir voir comment l'usine a été conçue. C'est une forme d'éducation aussi qu'on fait avec ça. Puis, c'est d'ailleurs une des premières usines en Amérique du Nord certifiées au Canada. Puis, j'enchaîne, hein, puisque le temps passe vite. Du côté des ventes, ben, on va essayer
Puis la distribution, on va essayer d'être le plus efficace possible. Fait que nous, c'est sûr que si on a des produits qui vont aller dans l'Ouest, on va utiliser l'intermodal au maximum. Mais on va aussi chercher à réduire l'impact de nos entrepôts. Par exemple, on a notre entrepôt à Dormont, en Nouvelle-Écosse, pour lequel on a installé une toiture solaire, un solaire thermique. On a fait un case study aussi en analyse pour lequel on a démontré les économies financières, les économies d'énergie également. Puis en termes de réduction de gaz à effet de serre, c'est une réduction d'environ 60 de son impact. Donc ça, nous, c'est cohérent avec notre démarche pour laquelle on veut réduire notre impact lié à nos opérations. Au niveau de l'installation, bon, j'en ai parlé brièvement avec les centres de formation. On a des solutions aussi sans flamme, notamment pour réduire les risques sur les chantiers. Mais il y a beaucoup d'efforts aussi en matière de recherche et développement pour chercher à simplifier les étapes d'assemblage pour faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage, moins de lacunes sur le chantier, puis aussi réduire les déchets sur les chantiers de construction, puisque c'est un enjeu qui grandit également. Je m'arrête ici parce que. Parce qu'il a embarqué sur ma diapo d'avant. Mais il était bien parti, aucun souci. Donc, on va se faire des clins d'œil comme ça dans la présentation. C'est la première fois qu'on le fait de cette manière-là. Collaboration, donc ça me fait plaisir d'y participer. Alors, effectivement, différents axes qui sont regardés. Comme manufacturier, on se doit aussi d'offrir des solutions. On a des documents, des outils qui sont disponibles à la disposition des professionnels, entre autres, mais pour l'ensemble de l'industrie aussi. Ce sont des documents qui sont disponibles en ligne. Donc, je ne sais pas si à la fin de la présentation, suite à la présentation, on pourra envoyer des super liens, si tu le permets, pour faciliter la recherche. Ce sont des documents qui sont on doit s'enregistrer pour aller les récupérer. Par contre, c'est pourquoi? Parce que s'il y a mise à jour, pour que vous soyez aidés d'avoir la dernière version qui est à jour publiée. Donc, oui, totalement. Donc, ce sont deux guides. Le guide de solutions durables, qui est dans le fond un guide qui regroupe l'ensemble des produits et des systèmes qui sont offerts par Soprema au Canada pour identifier les solutions qui permettent, dans le fond, de favoriser les ouvrages responsables. Il y a des index, évidemment, pour les produits pertinents, pour les différentes certifications. On a le guide Mieux construire également qui démontre, dans le fond, des méthodes éprouvées pour augmenter la performance énergétique des assemblages de murs extérieurs. Concernant le guide de solutions durables, on a ici toute la liste des solutions qui sont illustrées dans le guide. Il aurait été difficile aujourd'hui de couvrir l'ensemble des solutions, bien évidemment. Alors, on a certains points qu'on a identifiés qu'on veut vous couvrir dans les prochaines diapos, dont la gestion de l'eau, les différentes sphères aussi qui sont couverts par le guide. Au niveau du guide Mieux construire, en fait, dans le guide Mieux construire, on retrouve les assemblages qui sont approuvés pour satisfaire le code de l'énergie, le CRED, pour chaque technologie d'isolant de Soprema. On retrouve dans la deuxième édition également les attaches thermiques ACS qu'on voit ici, qu'on a en échantillon. Qui permettent, dans le fond, de démontrer l'amélioration considérable de l'efficacité thermique des assemblages qui sont de murs. Donc, le guide illustre bien ces données-là. Et on retrouve également l'assemblage de murs protégés qui a réussi, dans le fond, les tests de CAN-USS 134. Ces assemblages-là ont été testés par un laboratoire externe qui est Intertech et le guide comprend ces différents assemblages-là. On voit ici l'image. Dans le fond, c'est les assemblages de murs protégés. C'est en fait une combinaison de deux types d'isolants. On a fait circuler certains isolants tout à l'heure. Donc, c'est une combinaison de notre isolant Sopra, qu'on voit ici Soprema identifié. Ouais, le Sopra ISO ALU. Donc, ALU qui est un revêtement d'aluminium qu'on voit bien ici dans l'image, combiné avec un isolant de laine de roche. Pour aller chercher, justement, qui permet d'aller chercher la résistance au feu recherchée et demandée par CAN-USS 134. Donc, on vient enrober avec la laine de roche la mousse plastique. Ce n'est pas considéré dans un mur de sa résistance au feu. Donc, on vient enrober, on vient encapsuler tout le nom mur protégé par les isolants. Et on agence ou on installe ce système-là avec les attaches thermiques ACS qui permettent, dans le fond, d'avoir une isolation continue extérieure, donc au mur ou à la structure, pour limiter les ponts thermiques du système. Juste une question. Ça oui, ça va, c'est la structure. Ouais. Puis on vient à ce moment-là avoir l'isolant. C'est l'isolant ici. Oui, okay. Et installer notre revêtement
Oh, le revêtement va être là. Oui. C'est ça au mieux. Oui, et C'est pourquoi ça. on utilise ça? C'est pour, dans le fond, compenser pour les fixations mécaniques, OK. compenser la perte thermique. Merci. Puis c'est un de nos produits qu'on utilise en toiture, donc c'est vraiment un système qu'on a Puis les créé. voitures, murs. C'est universel. C'est universel. Ouais, c'est ça. D'autres solutions, le SkyWater, dans le fond, c'est une solution pour réduire l'engorgement des égouts pluviales. 3 types de toitures. La toiture bleue, qui est une toiture, dans le fond, qui utilise principalement des drains à débit contrôlé. Donc, on vient contrôler ou réduire le débit et réguler l'eau de pluie, finalement. On a également la toiture végétalisée, qui est sur nature. Je vous ai laissé quelques échantillons ici qu'on peut regarder. Qui, dans le fond, permet l'abattement pluvial. Donc, on vient réduire le volume d'eau sur la toiture. Si on combine les deux, on obtient une toiture hybride, donc qui a une performance supérieure, puisqu'on combine la réduction du débit, mais également la réduction du volume d'eau sur la toiture. On va l'illustrer dans la prochaine diapo. Donc, on voit ici la partie d'espace de stockage sous la portion végétalisée. Cet espace de stockage permet de créer une rétention temporaire pour l'évacuation graduelle et en combinaison avec les drains à débit contrôlé. Puis, on a l'aspect végétalisé qui, lui, va servir de réduction de volume à ce moment-là. Donc, on a le meilleur des deux mondes avec ça et on peut penser ou on considère par le vide qui est créé, l'espace de stockage, peut stocker jusqu'à, on représente ici à peu près à 50 mm, peut stocker de 40 à 50 litres mètres carrés d'eau, donc permet justement l'écoulement plus graduel lors de fortes pluies. Une question. En parlant de colmatage, parce que ça ressemble pas mal à des filtres avec le temps, c'est quoi la durée de vie du matériel? Parce qu'éventuellement, il y a peut-être des poussières ou des matériels qui pourraient interagir avec ça. Elle se trouve être protégée par une certaine manière par le substrat, donc le terreau qui se trouve par-dessus. Fait que là, les formes de dégradation qu'il pourrait avoir, ça pourrait être avec des racines, mais c'est conçu de manière à résister à ça. C'est ça, Ça fait qu'il y a peu de matériel solide, matière solide qui finit par filtrer à travers cette couche. OK, non, parce que dans le sens de votre question, Ouais, c'est ça. le choix de substrat de culture est, en fait, Soprema propose des substrats de culture qui sont faits justement pour éviter d'avoir ce genre de dégradation par la migration de poussière ou de fils. C'est ça, ouais. Évidemment aussi, le filtre, il pourrait être bloqué à un endroit, mais la transmission laminaire va se faire aussi. Donc, on a rarement des problèmes de ce niveau-là, surtout pas avec les substrats. Surtout en France, ça va avoir une durée de vie équivalente à un toit. Ah oui, et plus. Non, c'est ça. Ouais. Toi, on s'entend en 25-30 ans, puis ce genre de produit-là permet les mêmes performances. En fait, ça a un avantage supplémentaire au complexe d'étanchéité parce qu'on vient protéger notre complexe des rayons UV et c'est ce qui dégrade le plus rapidement les toitures, évidemment. Donc, on a fait il y a même une étude de cas, je vous l'enverrai, qui est intéressante, un bâtiment à Toronto qui démontre que la membrane, même après 20 ans, la complexe d'étanchéité avait les mêmes propriétés mécaniques qu'à l'origine. C'est intéressant aussi comme étude. On parle de garantie. Donc, différentes garanties, évidemment, comme dans l'industrie, on voit qu'il y a une tendance au niveau du prolongement des garanties, donc d'offrir de plus en plus de garanties prolongées. C'est non seulement au niveau du Soprema, mais au niveau de l'ensemble de l'industrie, ce qui est une bonne chose. Ça démontre, dans le fond, qu'il y a un effort qui est mis dans le processus de conception des produits pour justement prolonger leur durée de vie. Donc, c'est quelque chose qui est bien que moi, j'ai vu évoluer. 10 ans de garantie de système de toiture, avant, c'était beaucoup. On est passé à un moment donné à 20 ans, puis on est rendu à 40 ans. On est à prolonger là, les garanties. Donc, différentes garanties, murs, fondations, toiture. Toiture, on retrouve différentes garanties qui vont garantir non seulement le produit, donc le système, mais également l'installation des produits. On a des installateurs certifiés. Je mentionnais la formation des entrepreneurs en salle, mais aussi en assistant de chantier et autres. Donc, ça permet justement d'avoir des
entrepreneurs qui sont certifiés qui vont installer nos produits et on garantit aussi leur ouvrage. Donc, c'est des garanties complètes. À ça va se greffer des garanties, on a parlé de Sofranature, des systèmes végétalisés, va se greffer de ce type de garanties-là qui vont aussi permettre, par exemple, s'il y aurait une infiltration d'eau, de couvrir l'enlèvement d'un système végétalisé et la remise en place. Donc, différentes garanties comme celle-ci. On voit ici garantie Mammut Suprema. C'est aussi une garantie prolongée, finalement, du à l'autre de notre offre de garantie. La garantie, dans le fond, Mammut Altitude s'ajoute à une garantie complète qu'on offre sur le système de toiture. De plus en plus, c'est regardé par les propriétaires et gestionnaires d'immeubles pour justement s'assurer d'avoir une analyse périodique de leur toiture. Donc, c'est un service de dronotique qui est combiné avec une diversification de l'offre. Donc, on a une analyse visuelle de détection des fuites, il y a une thermographie infrarouge, il y a la modélisation des bâtiments et des bassins pour identifier chacun des bassins. Il y a un rapport de suivi de garantie et il y a un portail aussi client qui permet au client, pendant la durée de vie, avec garantie ou pas, de sa toiture, d'identifier des travaux qui devront être faits dans l'analyse ou dans la prévision du maintien des actifs. Quand on parle de cycle de vie ou de fin de vie, il y a différentes solutions qu'on aborde. C'est vrai aussi au niveau de la spécification, on n'a pas mentionné, mais on va considérer le cycle de vie dans les propositions qu'on fait aux professionnels. Moi, je travaille avec les architectes, les ingénieurs, les développeurs. Donc, quand on approche un projet ou on considère un système pour un projet, c'est une évaluation qu'on va faire et c'est une façon d'accompagner le propriétaire à faire un meilleur choix. Évidemment, quand on parle de système qui est existant, on a des solutions aussi. On développe des solutions pour permettre de prolonger la durée de vie des assemblages. Donc, les solutions comme le resurfaçage, qu'on va voir plus en détail, le recouvrement, mais aussi des solutions facilitant la déconstruction pour accroître la réutilisation et le recyclage des matériaux pour éventuellement, avec recherche et développement à l'appui, recycler les matériaux en fin de vie. Donc, c'est vraiment chaque étape est regardée et considérée dans nos démarches, que ce soit au niveau de la proposition initiale jusqu'à la fin du projet ou fin de vie du bâtiment. Donc, au niveau des solutions durables pour l'étanchéité, deux sujets, soit le recouvrement, deux possibilités, le recouvrement, qui, à ce moment-là, on considère le système existant sain. On vient, à ce moment-là, ajouter une membrane ou une sous-couche et une membrane de finition sur un panneau de recouvrement. Donc, on garde le système en place. On pourrait aussi, dans l'option 1, retirer la membrane existante, rajouter soit un rang d'isolant ou une combinaison et un panneau de recouvrement et recouvrir d'une nouvelle étanchéité complète. Pour ce qui est du resurfaçage, c'est un peu différent. C'est qu'on travaille avec le système existant et on vient mettre une couche de finition sur le complexe d'étanchéité qui est en place. Donc, on s'assure évidemment d'avoir une thermographie pour être sûr que le système qui est en place est sain, mais on vient faire un cracking, dans le fond, en bon québécois, on vient ajouter une finition, une membrane de finition sur le dessus du système existant. Donc, on comprend que c'est une solution qui est de plus en plus regardée là, par les propriétaires parce que c'est une solution qui permet une grande économie. On a ici une étude de cas. Entre autres, ça, c'est le projet au Nouveau-Brunswick d'un centre commercial, 175 000 pieds carrés. Donc, initialement, il avait considéré de changer le système au complet. Il y a eu des discussions. Ils ont conclu finalement sur le resurfaçage après une thermographie que le système en place était sain, donc l'isolant et tous les éléments étaient sains. Ils ont procédé au resurfaçage, puis on a, nous, étudié ce que ça démontrait comme avantage de resurfacer cette surface-là. Donc, on considère une grande surface, 175 000 pieds carrés, la moitié du versus changer le système au complet. Donc, c'est assez considérable. On s'entend que c'est un bâtiment qui est occupé. Il y a des clients qui viennent et vont. Donc, c'est un bâtiment qui est occupé. Donc, on parle de réduction de semaines de travail de 26 versus 40 semaines. Donc, ça aussi, c'est considérable. L'accès et tout est moins
contraignant. Mais là où ça part, c'est vraiment au niveau du transport et de la production. Donc, au niveau du camionnage, au niveau des camions qui ont été utilisés, 5 camions pour le surfaçage de cette grande surface versus 25 si on avait remplacé complètement le système. Et au niveau de la production, donc au niveau des déchets, 160 conteneurs de déchets ont été évités et n'ont pas été transférés au centre d'enfouissement finalement. Donc, c'est vraiment considérable. Et si on additionne ces deux éléments-là, si on additionne ces deux éléments, on parle de jusqu'à 70 de réduction des GES. Donc, ça aussi, c'est une analyse qui est intéressante par rapport à ce projet-là. Donc, imaginez-vous, ça, c'est un projet. Alors, si on travaille de pair avec les différents propriétaires, puis on apporte des solutions comme celle-là, c'est définitivement quelque chose qui peut aider à l'ensemble de l'industrie. Je pense que c'est à toi. C'est à mon tour. Donc, on arrive, on est dans le cycle de vie, on arrive vraiment à la portion de la fin de vie. Il y a évidemment des efforts qui sont faits par Suprema pour tenter de procéder au recyclage des matériaux, notamment les membranes d'étanchéité SBS. Aujourd'hui, ce n'est pas faisable en Amérique du Nord. Il y a des tentatives qui sont à l'étape semi-commerciale en France qu'on tente d'importer chez nous. Il y a encore des freins technologiques, il y a encore des difficultés. Moi, ça fait 26 ans que je suis chez Suprema. Quand j'ai commencé ma carrière chez Suprema, on parlait déjà de ces projets-là. On disait, on veut pouvoir recycler nos produits en fin de vie. On y arrive. J'espère qu'avant ma fin de carrière, ce sera quelque chose que je n'aurais pas passé ma carrière à dire ça s'en vient, mais que je vais pouvoir en être témoin. Et évidemment, depuis ce temps-là, Pierre-André t'en a parlé tantôt, puis toi aussi, Sophie, on essaie d'imaginer nos systèmes d'étanchéité, de toiture, de murs et tout ça, de manière à ce qu'on puisse plus facilement les déconstruire, de sorte qu'on puisse trier les matériaux lors de la réfection ou de la rénovation et pouvoir justement plus facilement recycler ces matériaux-là. Tout ce cycle de vie-là, ben, on commence à connaître un petit peu plus notre affaire que déjà en 2018-2019, c'était embryonnaire. On commence à être un petit peu plus je dirais, oui, mature, bon point, sur divers enjeux reliés au développement durable. Puis, ça paraît dans nos documents de transparence. On a de plus en plus de documents qui couvrent de plus en plus de gammes de produits. Donc, on a 16 DEP, 16 déclarations environnementales de produits qui visent 21 gammes. On a probablement aujourd'hui plus que 21 HPD. Ça a été le véhicule qu'on a choisi pour la déclaration des effets sanitaires de nos produits, donc les ingrédients qui composent nos produits, pour informer la clientèle des risques potentiels sur la santé des ingrédients qui sont dans nos produits. Donc, on additionne ces documents-là à mesure qu'on est capable d'en faire. Des attestations de contenu recyclé avec les nouvelles réglementations sur la loi de la concurrence, on doit être plus vigilant dans les déclarations qui sont faites sur le contenu recyclé des produits. On doit s'assurer que ce soit attesté par une tierce partie. Donc, nos 6 attestations de contenu recyclé sont toutes validées par une tierce partie. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres produits dans notre gamme qui en contiennent, mais le coût versus bénéfice, pour l'instant, on s'est arrêté à 6 et on espère en ajouter à mesure que c'est pertinent de le faire, c'est-à-dire un produit qui a 0,5 de contenu recyclé. On ne trouve pas que c'est vraiment utile d'aller chercher une attestation pour ça. Donc, on préfère se taire et attendre d'avoir, par exemple, pour le Sopra ISO, quand on aura intégré le procédé de recyclage du PET, ben, le polyol, qui est un ingrédient du polyISO, sera recyclé. On pourra maintenant passer par le processus de validation externe. Nos isolants sont tous certifiés Green Guard Gold, donc ils permettent une validation des émissions de COV pour la santé des occupants dans les bâtiments où ils sont installés. Donc, on est très fiers de maintenir ces certifications-là sur toutes nos gammes d'isolants. Au niveau des certifications en bâtiment durable, on suit ça de très près. Pierre-André est un associé écologique LEED. Il nous aide beaucoup à démystifier dans les dédales de ces certifications-là. On a des index qui nous permettent d'aider la clientèle et les décideurs à s'orienter vers des produits que Suprema considère qui sont les plus susceptibles de contribuer à l'obtention de crédits, d'acceptation par ces certifications-là. Beaucoup de nos gammes de produits contiennent des éléments qui permettent d'apporter cette contribution-là. Je vous donne des exemples sur les index que nous avons. L'index de certification LEED nous indique dans
dans une vue très rapide, les produits ainsi que les crédits sur lesquels ces produits-là sont susceptibles de contribuer. Évidemment, on pense au DEP puis au HPD. Ça devient simple de visuellement, tout de suite, se rendre compte de quels sont les produits qui sont susceptibles d'apporter de contribuer à ces crédits-là, de même que tous les autres où ça peut être pertinent d'utiliser des produits dans l'enveloppe ou au niveau de l'acoustique. On a la même chose pour les autres certifications, la certification WELL, que je connais un peu moins, je dois l'avouer. Pierre-André pourrait en parler plus que moi, mais les COV, donc l'important ici, c'est de penser à l'humain qui est à l'intérieur de ces bâtiments-là. Donc, tout le côté acoustique, j'ai déjà accroché la souris, désolé. Le côté acoustique, le côté qualité de l'air, le côté exposition à la nature, donc tous ces aspects-là sont bien dévoilés dans notre index certification WELL. On a aussi l'index sur la certification bâtiment carbone zéro. Dans ce cas-là, on est plus dans les chiffres, on est plus dans le dévoilement des informations sur le carbone intrinsèque de nos produits. On fait un clin d'œil à notre offre Mieux construire, donc de procurer à un concepteur l'information qui lui permet d'évaluer quel est non seulement l'impact d'avoir choisi une solution où il y a moins de ponts thermiques, mais aussi si on choisit des isolants à faible impact CO2, on utilise moins d'isolants de meilleure qualité et de moins grande émission de CO2. Donc, quel est le résultat final en termes de CO2 équivalent des décisions qui peuvent être prises au moment de la conception? On a aussi la même chose pour la certification Passive House. On est en mesure de fournir des exemples concrets pour un niveau donné de performance énergétique, qu'est-ce qu'il est requis d'utiliser pour atteindre les niveaux d'étanchéité à l'air, les niveaux de performance thermique, pour guider encore une fois les concepteurs qui sont impliqués dans des projets comme ça. Toutes ces informations-là, Sophie t'en parlait au début, le Centre d'éducation sur Prémont est une source, je ne dirais pas infinie parce que ce n'est pas vrai, mais quand même assez substantielle de toutes sortes de documents qu'on parle à partir des fiches techniques jusqu'à des webinaires, jusqu'à des enregistrements vidéo, des capsules. On commence à travailler sur des podcasts. Pour l'instant, ils sont en fonction à l'interne, mais l'objectif, c'est d'arriver aussi avec ça. Donc, si vous êtes coincé sur la voie du retour vers la maison, vous pouvez nous écouter en plus si vous n'êtes pas capable de décrocher. Chercher des crédits en fait. Pour des formations. C'est une bonne façon pour se faire un certificat de matière. D'ailleurs, on a un webinaire le 11 septembre. Si vous êtes intéressé par la résistance à l'arrachement au vent des toitures, on a un webinaire le 11 septembre à 11 h, facile à retenir, pour discuter de la norme CSA A123.21. Vous êtes les premiers à voir cette diapo-là. Ça a été lancé à l'interne pas plus tard qu'avant hier. Donc, on est très fiers chez Surpréma de pouvoir... on appelle ça la facture carbone à l'interne. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'un client qui aura commandé ses produits chez nous sera en mesure de visualiser quel est l'impact carbone intrinsèque des produits qu'il a commandés chez nous. On commence petit, on commence avec les modules A1, A2, A3, donc du berceau à la porte, mais on est en mesure à l'interne, avec les déclarations environnementales de produits ou pour les produits qui n'en ont pas, avec nos démarches d'inventaire de gaz à effet de serre, on est capable de calculer l'impact de nos produits et de l'indiquer sur la facture. Et l'autre outil qui sera lancé, donc tout ça, c'est lancé le mois prochain. On n'a pas de date exacte, mais c'est en septembre. Les clients qui sont des clients installateurs, des entrepreneurs recevront cette information sur leur facture. Dans le cas des gens comme vous qui êtes en amont, donc qui concevez ou qui devez prendre des décisions ou proposer des choses, on va avoir un calculateur en ligne des émissions de gaz à effet de serre, donc le carbone intrinsèque relié à la sélection, par exemple, d'un système de toiture bicouche ou un système monocouche en PVC ou d'une étanchéité à l'air de mur en fonction de la superficie qui est prévue pour le projet. C'est un calcul simple, mais l'idée, c'est de dire quel ordre de grandeur dont on parle. On peut faire des comparaisons entre les différents types. Est-ce que c'est mieux d'aller vers une solution avec tous les matériaux qui sont soudés, thermosoudés ou autocollants? Donc, on extrait les données des DEP puis on vous les présente soit pour les modules A1, A2, A3 ou pour le cycle de vie complet. Il y a encore des petits glitches à corriger dans les langues sur le calculateur, mais on sent bien, ça sera lancé dans moins d'un mois. Donc, je pense qu'on est parmi les premiers, sinon les premiers à fournir cette information-là, autant en amont et en aval,
avec la maîtrise qu'on a, je crois, on se lance des fleurs un peu, là, mais avec la maîtrise qu'on a de la compréhension du cycle de vie et des impacts, d'être capable de les quantifier et de les exprimer de sorte que, ben, même s'il y a des nouvelles exigences sur la transparence par la loi sur la concurrence, tout ça est validé par une tierce partie, donc l'information est crédible, puis on ne pourrait pas être accusé d'éco-blanchiment grâce à cause de des initiatives que l'on prend de ce côté-là. Donc, on a bien hâte d'entendre le feedback de la clientèle suite à ces actions-là. Là-dessus, on a fait vite, hein? Oui, on a 4 minutes d'avance. 4 minutes d'avance sur la. Oui. Quand ça arrive. C'est bon. Généralement, Questions online? Questions? Oui, vas-y. Merci beaucoup. C'est très bien. J'ai beaucoup apprécié l'aspect développement durable de vos produits. C'est extrêmement intéressant. Nous, on recommande des cycles de concept. On veut que ce soit plus développement durable friendly. On donne nos intentions, on ne fait pas de choix particulier par rapport à des matériaux. On va laisser le choix aux consultants de nous arriver avec des recommandations. Qu'est-ce qui vous différencie d'un point de vue technique? J'ai très bien compris ce qui vous différencie d'un point de vue développement durable, toutes les innovations que vous avez mises en place, mais d'un point de vue spécifique à la technicalité des matériaux que vous utilisez, qu'est-ce qui va faire qu'un consultant va plutôt recommander votre marque plutôt qu'une autre? C'est quoi qui distingue de vous? Je pense que le côté technique qui nous allume chez nous, moi, mon travail, puis je vais l'orienter comme ça parce que c'est ce que je fais, je représente sur des comités normatifs. Les normes nationales, les normes qui sont en vigueur au Canada sont des normes qui doivent être respectées et on s'assure que non seulement nos produits, respecter une norme en fabriquant un produit qui est conforme à la norme, tout le monde peut le faire. Par contre, notre travail à nous, c'est d'être en amont et de s'assurer que ces normes-là sont élevées. L'exemple du webinaire qu'on va avoir le 11 septembre, c'est ça, c'est CSA A123.21, c'est une norme qui permet la mesure de la résistance à l'arrachement au vent des toitures. Avant que cette norme-là existe, il n'y avait rien. Les concepteurs étaient un peu devant un fouillis. C'était chacun faisait sa sauce et estimait quel était le risque associé à ce qu'une toiture soit soulevée par l'effet du vent. Bien, l'industrie, incluant Suprema, on s'est mis derrière tout ça et on a poussé pour élever le niveau. Donc, pour nous, c'est ça qui est super important. On sent que ce n'est pas tout le monde qui est dans cette lignée-là, mais nous, on fait en sorte que le niveau global de l'industrie s'élève parce qu'on met des barres plus hautes. Et même à l'intérieur d'un système de construction qui, souvent, cherche plutôt à aller au plus faible, ben, nous, on essaie d'amener tout ça à l'avant. Je pense aussi à tout ce qui est notre programme Mieux construire, je reviens là-dessus. L'impact des ponts thermiques, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui n'a jamais été suffisamment mis en avant. Les codes de construction commencent à exiger de tenir en compte de tous les éléments dans une construction. Et dans le code 2030, il y aura dans le code 2025, il y aura une clause qui disparaîtra, c'est-à-dire qu'on n'aura plus le droit d'ignorer la contribution des fixations dans une construction pour le calcul de la performance thermique. Donc ça, ces choses-là, c'est des éléments qu'on est derrière nous dans les comités normatifs et on pousse pour que ça soit élevé, ce qui fait qu'on se dit, en bout de ligne, ça met tout le monde sur un pied d'égalité, mais on est préparé. C'est-à-dire que quand on pousse derrière quelque chose parce qu'on a déjà la solution et qu'on est au-devant des choses, ça va être bien rare qu'on va être les culottes à terre sur une nouvelle réglementation qui va être imposée. On va être déjà au-devant et on va avoir déjà placé nos pions pour que nos produits, nos solutions soient au bon niveau. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. En parallèle à ça, nécessairement, quand on rencontre les professionnels, souvent, ils ont effectivement une idée de ce qu'ils veulent atteindre. Le fait d'être manufacturé de l'ensemble des systèmes, si on n'arrive pas juste avec un des éléments, on vraiment la sandwich tant au du mur que de la toiture. On est en mesure d'offrir une solution globale puis de regarder le bâtiment et le projet dans son ensemble. Donc, d'offrir des différentes solutions et pas juste une solution. Le fait d'avoir différents isolants, le fait d'avoir des solutions d'assemblage protégé,
nous permet justement des fois d'analyser une proposition et d'en offrir une optimisée. Donc, ça, c'est l'avantage qu'on a avec tous les systèmes qu'on a à proposer. Puis notre équipe de spécification est toujours en amont là-dessus. On travaille beaucoup dans les formations qu'on donne aux architectes, donc nécessairement avec des bureaux localement à travers le Canada. On a un mandat de formation, de transfert des informations au niveau des professionnels sur les différentes solutions optimisées qu'on a proposées. Justement, encore pour faire un lien avec le fait d'augmenter les connaissances générales dans l'industrie, mais augmenter aussi les possibilités de mieux designer, de mieux concevoir aussi. Vous avez été capable d'identifier pourquoi est-ce que tel architecte va sélectionner vos produits plus qu'un autre? À travers le pays, habituellement, est-ce que vous avez ce genre de feedback de la part des... Notre équipe marketing fait des sondages à ce niveau-là, puis ce qui est ressorti il y a, je dirais, 2 ans, qui était très fort, je ne sais pas depuis quand date le dernier, mais le support, la présence, l'humain, ça a été ça qui était un gros élément. Donc, c'est pas technique. Hein? Là, on est plus dans le relationnel, on est plus dans le nombre de représentants sur Prima, soit au niveau professionnel, soit au niveau des entrepreneurs. Les techniciens sur chantier qui sont présents, qui accompagnent les installateurs pour éviter que ça dérive, pour s'assurer que les choses soient faites comme il faut. Ça, c'est... Et lorsqu'il y a un problème, on est là. Ça aussi, c'est quelque chose qui... on disparaît pas lorsque la lumière nous éclaire. On se tient debout derrière nos produits. On a différents services spécialisés aussi, que ce soit pour les enfants. Donc, on a une équipe qui est attirée à ça. Ça aussi, c'est un support aux professionnels. Donc, ça, c'est quelque chose qui interpelle nécessairement parce que c'est one place, tout à la même place. Les équipes spécialisées comme les joints de dilatation, l'insonorisation. Donc, ce sont tous des services propres à ces différentes fonctions-là. Mais on travaille en collaboration, tout le monde ensemble. Donc, là, quand je disais qu'on regarde un projet dans son ensemble, on va jusqu'à l'acoustique, on va jusqu'au joint de dilatation du bâtiment, qui ne concerne pas nécessairement l'assemblage de toit ou de mur, mais qui concerne le bâtiment. Ça parle beaucoup pour un professionnel s'il y a besoin plutôt de contacter 8 représentants pour aller bâtir son système plutôt que de travailler avec une équipe qui a accès à l'ensemble. On a une question en ligne, Agnès, on t'écoute. Oui, allô. Agnès Rousseau, gestionnaire en développement durable pour la région du Québec. Je tenais à vous féliciter pour non seulement la présentation, mais votre démarche de développement durable en général. Ça fait vraiment du bien à voir. Donc, j'apprécie beaucoup. Comme disait Giacinto, c'est pas évident pour nous là, de voir comment arrimer ce que vous faites avec ce que nous, on peut faire pour se mettre en lien avec vous, mais c'est quand même très bien de vous connaître. Ma question est un petit peu champ gauche, mais je serais intéressée à savoir justement comment vous en êtes venu à développer cette approche-là en développement durable. Oui, c'est ça. En 2 minutes. C'est une très bonne question. En fait, c'est que là, on est un petit peu à l'évidence aussi, parce que nous, au final, comme fabricant, on doit assurer une pérennité de nos opérations. Puis cette pérennité-là, est compromise par certains aléas qui se passent dans le monde, puisque il y a des matières premières que le prix augmente à chaque année. Il y a de la disponibilité de certaines matières, parce qu'on sait qu'avec le temps, les matières pétrochimiques, il y a une incertitude là, à long terme là, par rapport à ça. Donc, d'un point de vue quand même logique et stratégique pour l'organisation, de miser sur le recyclé, c'est une manière d'assurer une accessibilité encore à des matériaux à un prix abordable. Là, ce qu'on a un défi, c'est de réussir à garder la même qualité, puis le même prix, puis d'être compétitif dans un contexte qui est quand même très compétitif. Là. Nous, c'est pas vrai que tous nos clients sont aussi sensibles à la question. Mais il faut quand même, le moment où, par exemple, on a sorti le Sopra XPS, puisque on a monté le taux de contenu recyclé jusqu'à 70 il a quand même fallu qu'on s'assure de la durabilité du produit, notamment d'un point de vue performance, mais aussi d'un point de vue de prix, parce que c'est ça qui drive le show finalement. Puis on a réussi à le faire. Fait que, il y a une forme de fierté aussi à l'interne pour nous d'avoir réussi à faire ça. Mais la beauté là-dedans, d'un point de vue complètement compétitif, c'est que ça met une pression aussi sur les compétiteurs. Fait que là, le compétiteur voit que nous, on l'a fait, puis après ça, il se fait questionner par le client.
Ah, mais pourquoi vous êtes vraiment capable, mais pas vous? Fait que là, ben, ça, j'aime ça quand le client fait ça parce que là, ça encourage la compétition à s'améliorer. Puis ben, nous, en même titre que moi, j'ai un compétiteur qui fait quelque chose qui est vraiment impressionnant, ben, je suis content aussi parce que ça me donne des arguments pour convaincre la direction pour faire d'autres projets aussi. Ou mieux, tu sais. Mais c'est sûr que ben, je suis content de voir ton nom parce que quand on a des gestionnaires de durabilité dans des organisations, c'est sûr que ça, c'est positif aussi parce que ça aide à mettre le développement durable à l'autre jour aussi, pour pas que ça tombe entre deux chaises. Parce que c'est comme, moi, je considère que le développement durable, tu vois, la santé et sécurité, c'est l'affaire de tous, mais s'il y a personne qui s'en occupe, ben, c'est un petit peu l'affaire de personne en même temps. Fait que bon courage. Hein, on est dans le même bateau. Merci. On est beaucoup aidé par l'obligation de suivre les objectifs de notre client qui est le gouvernement fédéral, là, je dois dire. Ça oblige à rendre des comptes. Oui, c'est ça. Agnès, je profite que tu es là. Tu peux nous parler sur les différentes initiatives que tu es en train de développer, notamment le CRD, par exemple. Ben, en fait, CRD, c'est vraiment quelque chose, c'est pas quelque chose que je développe actuellement, là. C'est justement, comme je disais, en lien avec les objectifs de notre client. Le Conseil du Trésor, présentement, là, dans la stratégie la stratégie pour un gouvernement vert, on est à une obligation d'aller chercher 90% de détournement des déchets dans nos projets. Nous, on l'applique pour l'instant pour nos projets qui sont de 1 million et plus, donc nos plus gros projets. Donc, effectivement, ça va souvent toucher des projets d'enveloppe. Puis oui, j'ai de la misère avec les membranes. Donc, ça avait touché différents aspects là-dessus. On est vraiment plus au niveau, tu sais, on est à l'étape de la reddition de compte, c'est-à-dire qu'on exige ça, on a inclus ça dans nos processus d'appel d'offres, puis tout ça. Puis là, ben, on demande à nos entrepreneurs de rendre des comptes, on demande aux consultants de faire une surveillance. On est à cette étape-là qui est déjà, je cherche mes mots, mais on va dire que c'est déjà un défi, en fait, d'aller vraiment chercher de la reddition de compte là-dessus. Fait que je trouvais ça intéressant aussi dans votre présentation de voir que ça donne un aperçu là, aux gens qui assistent. Là. Je vois beaucoup de personnes qui sont au projet là, dans l'équipe là, qui assistent à la présentation. Que le fait d'exiger qu'on fasse du détournement de ces matériaux-là, ben, ça permet aussi à des entreprises comme vous d'aller à l'autre bout puis d'aller chercher des matières pour faire des matériaux qui sont recyclés, là. Fait que c'est intéressant. Mais c'est là qu'on est rendu dans notre processus. J'aimerais bien dans le futur travailler sur réduction à la source, mais c'est quelque chose qui est plus difficile à démontrer parce que nous, on doit toujours démontrer avec preuve à l'appui que ça va dans le cadre des objectifs, tu sais. Donc, le fait que vous documentiez beaucoup, c'est une piste intéressante aussi là-dessus. Puis merci pour la présentation, Louise, d'avoir organisé tout ça. De rien, mais c'est les services professionnels en architecture. Là, c'est notre initiative globale pour tout le Canada. J'en profite pour vous dire que donc, dans 2 semaines, on va lancer l'invitation dès ce soir depuis Ottawa. On aura notre prochaine présentation sur les vers et la prévention pour l'anti-frappe d'oiseaux. On organisera ça à Ottawa dans 2 semaines. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il nous reste 6 minutes. Oui. C'est une question rapide. Moi, je ne suis pas ingénieur, je suis pas architecte, je suis gestionnaire. Les connaissances techniques spécifiques aux structures, aux toitures sont très limitées à BOMA, en général. Je voulais savoir si demain j'ai un enjeu sur une toiture, je dois faire une réparation, mais d'un petit morceau de la toiture. Est-ce qu'on a une option d'intégrer votre solution à l'existant ou est-ce qu'il faut aller plus loin et puis carrément remplacer? Il y a des correctifs qui peuvent être amenés de façon ponctuelle sur une toiture. On peut avoir deux systèmes qui cohabitent. Il y a des choses qui ne se font pas, là. Dépendamment de ce qui est déjà installé, il va y avoir des limites. Mais sinon, c'est vraiment. Il y a une certaine polyvalence par rapport à vous. Si je peux ajouter, en tant qu'architecte, moi je trouve ça très intéressant le fait de l'après qu'on met en surface. On va dire qu'on va corriger, on va patcher ce qui est vraiment fluide, etc. Ensuite, on va mettre ce patch sur tout le reste de la toiture.
ça permet qu'elles soient plus durables dans le temps et de mitiguer les prochains futurs risques. Donc, en tant que gestionnaire immobilier, bah, il y a un avantage économique et en termes de durabilité parce qu'on va mettre un produit qui va être plus stimulant. On a plus d'opportunités de réparer les toilettes et de les remplacer. Donc, On est allé vite sur le sujet, mais le surfaçage permet aussi d'ajouter une garantie génération qui permet d'ajouter de 10 ou 15 ans de garantie sur l'étanchéité, ce qu'on vient de faire. Donc, il y a 15 ans qui peut être ajouté. Et dans le cycle de vie, mettons, d'un bâtiment, si on considère la toiture à 40 ans, on rajoute un 15 ans, ça dure 20, un autre 15 ans. On peut faire 3 surfaçages comme ça, ce qui permet d'amener la vie utile du